Que faut-il entendre par un ministère de vigilance ? La question intrigue. Le mot vigilance fait penser aux alertes météo. De quel orage s'agit-il ? Je vais y arriver. L'Église en a connu beaucoup et on sait que Saint Paul a chaviré 3 fois et que la barque de Pierre prend l'eau de toutes parts, comme le relevait Benoît XVI. Le ministère de vigilance correspond au fonctionnement des visites apostoliques et canoniques, qui en fait sont à l'Église ce que les audits sont à l'entreprise. Mais c'est beaucoup plus complexe car la vie de cette institution ne se résume pas à des objectifs commerciaux ni à des tableaux Excel. Comment éviter les abus ? La SIAZ en a beaucoup parlé, on en a beaucoup parlé sur notre antenne et on en parlera beaucoup. Comment se montrer respectueux du bien des personnes, tant dans le monde régulier que dans le monde séculier ? Le monde régulier, donc, ce sont les congrégations qui vivent en fonction d'une règle et le monde séculier, ce sont par exemple les diocèses. Un colloque va permettre cette réflexion. C'est un colloque international, donc c'est un peu une première. Ça se passe à l'ICP, l'Institut catholique de Paris. Ça se tient le 8 et le 9 mars. Et il s'intitule « Les visites canoniques et apostoliques pour le monde séculier et régulier, ministère de vigilance ». Voilà, j'ai tout dit. C'est Béatrix Bréauté, qui est fondatrice de Talentéo. Talentéo, c'est un organisme qui mobilise plus d'une centaine de coachs chrétiens qui aident les hommes d'église à se former au gouvernement et à la relation. Béatrix Bréauté est diplômée en théologie et elle est coach systémicienne. Elle va nous dire ce que c'est. Elle est formée à l'école de Palo Alto. Et c'est elle donc qui dirige Talentéo, qui organise ce colloque du 8 et 9 mars. Bonjour Béatrix Bréauté. Bonjour Louis, bonjour à tous les auditeurs. Expliquez-nous un petit peu ce que c'est en fait, coach systémicienne. D'accord, alors peut-être qu'avant je vais juste redire que je ne suis pas la fondatrice de Talentéo. C'est ce que j'ai dit ? Oui, mais c'est Olivier et Béatrice Pello qui sont les présidents. Pardonnez-moi. Olivier est président. Vous dirigez. Voilà, et moi je dirige l'Institut Talentéo, qui est un institut qui est pour apprendre à gouverner et l'art de la relation. C'est voilà. Corrigé, c'est dit. Voilà, alors qu'est-ce que c'est coach de systémicienne ? Coach systémicienne, c'est de regarder, par exemple, la gouvernance ou n'importe quel système à l'aune des relations qui forment en fait un système. Donc c'est éminemment un métier de relation, en fait, et de regarder les relations quand elles fonctionnent bien, mais surtout quand on nous appelle dans une entreprise ou quand on nous appelle dans l'église, dans certaines communautés, c'est aussi pour regarder pourquoi ça fonctionne mal, comment ça fonctionne mal et comment ça pourrait fonctionner mieux. Quand on vous appelle, c'est déjà trop tard. Ah non, c'est pas toujours trop tard. C'est que soit on nous appelle en prévention parce que tout à coup, on se rend compte qu'il y a des relations qui sont pas au niveau de la charité comme on aimerait qu'elles soient vécues. Donc, avant que ça aille dans de la tension ou du conflit, à ce moment-là, on peut faire appel à un coach systémicien. Alors, est-ce que vous êtes submergée, Béatrix Bréauté, parce que dans l'histoire récente de l'Église, on peut dire que toutes les communautés, quasiment ou presque, y sont passées, non ? Alors, c'est excessif de dire ça ? Je dirais que c'est excessif et c'est vrai. Il y a les deux, vraiment. C'est excessif parce qu'il y a des communautés. Enfin, on est des hommes, donc un système fait de relations entre hommes, il va y avoir nécessairement et obligatoirement de la tension, du désaccord qui est lié à nos différences, etc. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est normal. Il ne faut pas s'inquiéter qu'il puisse y avoir de la tension, comme dans nos couples. Enfin, moi, je suis mariée, comme dans mon couple, toute experte de la relation que je suis, j'ai des tensions avec mon mari ou mes enfants. Donc c'est normal. La question, c'est quand ça devient dommageable. Quand la relation devient dommageable, ça veut dire qu'elle abîme l'autre. Et que finalement, au lieu que ce soit des relations que nous voulons paisibles, harmonieuses, belles, parce que la relation, c'est quelque chose de beau, eh bien, elles deviennent empreintes, j'ai envie de dire, parfois de toxicité ou de nocivité. Et là, il faut absolument tout de suite arrêter cet engrenage cette escalade qui peut devenir dommageable et violemment maltraitante. Quand on parle de visite apostolique et canonique, quelle est la distinction entre les deux ? Alors oui, c'est une distinction qu'il faut bien comprendre et qui n'est pas toujours identifiée comme ça. La visite apostolique, elle est demandée parce qu'il y a eu des signalements par le Vatican, qui nomme des visiteurs ou des délégués apostoliques, et l'histoire récente le montre à travers les foyers de charité ou d'autres que vous connaissez bien, que je connais très bien. Qui ont tous été inspectés, donc. Et alors ils n'ont pas été inspectés, ils ont été visités. On parle pas d'inspection. Alors ça c'est le politiquement correct ecclésiastique. Le quoi ?
Le politiquement correct ecclésiastique. On ne parle pas d'inspection? Pourtant, non, il y a un inspecteur. On parle d'audit quand même. Hein, on parle d'audit. Alors, vous savez, on sait ce que c'est qu'un audit en entreprise. Donc là aussi, pour les visites, visite est le terme en effet gentil, on va dire, mais véritablement, c'est un audit alors, pour les visites canoniques, où véritablement, on va regarder, parce qu'il y a eu des signalements très graves qui ont été faits en termes de dysfonctionnement sur les communautés, et on va regarder avec très grande précision comment le charisme est vécu ou n'est plus vécu ou est devenu dysfonctionnant, et on va avoir, le Vatican va avoir un rôle de contrôle sur ces institutions, et ce contrôle se passe à travers la nomination de délégués ou de commissaires apostoliques, ça dépend. Ça peut aller jusqu'à la dissolution de la communauté. Ça peut aller jusqu'à une dissolution. Il y a eu des cas, par exemple, Verbe de vie en France. Tout à fait. Là, il n'y avait pas de visite, il y avait eu de visite apostolique. Mais la décision ultime, c'est ça. Voilà, il peut y avoir ça. Mais généralement, avant ça, on va plutôt redresser les torts, accompagner. C'est quand même la question, c'est pas de la dissolution. Enfin, on est vraiment plutôt sur une perspective de redresser, plutôt que de dissoudre. Et il faut le dire parce qu'aujourd'hui, il y a une angoisse sur ces questions-là. Comme on a, j'ai envie de dire, une jurisprudence justement avec le Verbe de vie qui a été dissous, il y a des communautés aujourd'hui avec la crise des abus qui ont des angoisses et des peurs sur des dissolutions. Donc il faut bien redire ici que la dissolution, c'est l'acte ultime que les visiteurs délégués proposent, parce qu'il peut ne plus y avoir de solution. Et la visite canonique, qu'est-ce que c'est ? Alors, les visites canoniques, c'est très, c'est historiquement implanté dans le paysage de l'Église depuis longtemps. Saint-Benoît, les cisterciens, les ordres carmélitains, etc. ont recours à des visites qu'on appelle canoniques, c'est-à-dire régulières. C'est que dans les constitutions, tous les 2 ans, 3 ans, 5 ans, enfin ça dépend des ordres et des constitutions, eh bien, il y a un visiteur qui est souvent le supérieur général, ou l'abbé, l'abbesse, enfin, peu importe, qui vient et qui regarde comment se déroule la vie du quotidien pour les membres qui forment cette communauté. Et là aussi, c'est important de souligner que ce temps est souvent pour les communautés une opportunité. Une opportunité de faire différemment, de se réorienter et même de se dynamiser dans sa propre vie monastique, enfin religieuse ou monastique. Donc on peut dire que la visite canonique a un caractère normal, elle est inscrite dans une forme de normalité, alors que la visite apostolique, elle répond quand même à des signalements, à une situation plus exceptionnelle. Oui, tout à fait. C'est ça qui fait la différence. Dans les 2 cas, c'est Rome qui est à l'initiative. Non, les canoniques, c'est pas Rome, puisque c'est vraiment la règle de vie. Dans la communauté. Oui, c'est les règles de vie qui instituent que tous les 3 ans ou tous les 5 ans... Il n'y a jamais de tiers complètement externe qui vient faire une visite canonique. Si, ça peut être possible, par exemple dans les foyers de charité, puisque c'est en effet quelque chose que je connais très bien. Tous les visiteurs ont été des laïcs qui ont été visités des communautés. Donc là, c'était un audit très général qu'on a voulu, enfin que les délégués ont voulu pour l'œuvre des foyers. Et là, donc ça a été fait par des laïcs. Mais un visiteur ne visite jamais seul, même quand c'est le supérieur général et quand même quand on est dans une visite de type régulière ou canonique. Il est toujours, et c'est toujours du binôme, soit c'est un membre de son conseil, mais ça peut être aussi, dans certains cas, un psychologue, l'évêque aussi. Parfois, l'évêque est là comme représentant, comme ordinaire, et donc va visiter. Il y a beaucoup de statuts hiérarchiques en fait et canoniques, donc c'est compliqué de. Ce que vous constatez, Béatrix Berroté, c'est que ce système, donc ce fonctionnement, ce ministère de vigilance qui fonctionne pour les communautés, il est moins appliqué, semble-t-il, à l'échelon des diocèses. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Pourquoi ? Et c'est ce que vous voulez faire évoluer ? Moi, j'ai pas de prétention à faire évoluer quoi que ce soit. Mais c'est vrai que c'est intéressant de se dire que pour les diocèses, l'ordinaire, l'évêque, c'est lui qui est responsable de son diocèse, de la vision qu'il met en place, des pratiques et de la pastorale de son diocèse. Voilà. Donc, en fait, j'ai envie de dire...
avec les prêtres, supérieurs de séminaire et les laïcs qui forment en soi, il peut y avoir cet organe de contrôle. Les laïcs peuvent aller voir leur évêque en disant écoutez, là il se passe ça, ça, ça et ça. Donc on peut avoir une forme de régulation à travers les rencontres. Mais ce qui serait intéressant de mon point de vue, mais c'est qu'un point de vue personnel, ce qui serait intéressant de mon point de vue, c'est qu'on puisse se visiter entre diocèses. Pourquoi ? Pas dans une optique de contrôle, parce que, encore une fois, l'évêque, j'ai envie de dire, est le pasteur et le maître de chez lui, donc pas dans cette optique-là, mais surtout aujourd'hui, où on voit quand même une diminution et de la foi, et de la pratique, et des forces vives, surtout pour se dire comment on mutualise des expériences qui marchent, des compétences, etc. Donc moi, je trouverais ça très intéressant, tant au plan de la fraternité aussi, parce que je pense qu'on a beaucoup vu les visites comme des lieux de contrôle, mais l'intérêt aussi, c'est de se dire, ce devrait être des grands lieux de fraternité et fraternelle, où l'expertise en humanité attendue par les chrétiens puisse se dire aussi. Donc je trouverais ça aussi intéressant que ces visites fraternelles se fassent. Et d'ailleurs, il y a des diocèses, je crois, qui le font déjà. Ça fonctionne trop en silo, estimez-vous. Les cas de Strasbourg et de Fréjus-Toulon, on a l'impression que c'est la verticalité du pouvoir romain, à l'inverse d'ailleurs peut-être d'un discours synodal du pape François qui s'est exprimé, quitte à d'ailleurs surprendre une certaine partie de l'opinion catholique. Là, on est dans l'inverse de la collégialité locale. On est dans la décision surplombante qui tombe. Comment l'inscrivez-vous par rapport à votre réflexion sur le ministère de la Vigilance ? Alors, ce que vous dites est certainement juste et mérite quand même d'être un peu approfondi, parce que... Vous êtes là pour ça ? Je vous remercie. Parce qu'en effet, Fréjus-Toulon ou Strasbourg, il y a eu des visites apostoliques qui ont été demandées par le pape, des décisions qui ont été prises, mais nous, on est sur l'ordre de la décision, ce qui ne veut pas dire qu'en amont, il n'y a pas eu du soutien de pairs, c'est-à-dire de prêtres ou d'évêques, les uns avec les autres. Et c'est pas toujours su du grand public, mais ça peut exister. On a uniquement la fin de la chaîne. Exactement. Donc ça peut tout à fait exister en amont, cet accompagnement sur des décisions qui peuvent, nous, de l'extérieur, nous paraître abruptes et violentes. Et elles le sont. Et ça, on ne peut pas ne pas dire qu'elles le sont. Mais il ne faudrait pas dire que parce que les décisions sont violentes et abruptes, et nous semblent, et on éprouve ça dans notre chair, j'ai envie de dire, de chrétiens, comme cela, qu'il n'y a pas eu de la fraternité en amont, hein. Je pense qu'on ne peut pas dire ça. Ce qu'on ne voit pas effectivement nécessairement. À partir de quand commence une visite apostolique ? Est-ce qu'un évêque, par exemple, peut la solliciter pour lui-même ? Un évêque qui demanderait... Alors écoutez, là, je désire avoir un audit pour savoir où j'en suis, etc. Est-ce que c'est un service que l'Église offre ? En fait, oui, la question, c'est que pour ça, il faut quand même que les gens soient formés. Moi, je pense qu'il y a quelque chose, et c'est ce qu'on va porter durant tout notre colloque, c'est comment... Parce qu'il y a des visites, comme on le sait, qui peuvent manquer de dynamisme, d'impact. Et souvent, les membres peuvent dire qu'ils ont mal vécu la visite ou que les conclusions ne donnent pas les fruits espérés. Donc ça, c'est un peu sur cette veine-là qu'on a organisé le colloque. Et donc, la question, c'est de se dire comment véritablement les visites peuvent être impactantes et inspirantes pour leurs membres, avant même qu'il y ait besoin j'ai envie de dire, d'une demande qui vienne de Rome. Donc, du coup, sur la question, on pourrait envisager qu'un évêque, comme dans les communautés, puisse véritablement demander, en effet, une forme d'audit dans son... Mais dans la transition, par exemple, Béatrix Bréauté, dans la transition, à Paris, entre Monseigneur Petit, le départ de Monseigneur Petit et l'arrivée de Monseigneur Ulrich, est-ce qu'il y a une visite ? Est-ce qu'il y a ce qu'on appelle une visite au-delà de la terna qui consiste à nommer un successeur ? Non, de mon point de vue, non. Mais là, je suis peut-être pas assez calée sur ça. Il n'y en a pas systématiquement. Non, pas systématiquement. Toutes les situations ne requièrent pas une visite. Non, pas toutes les. Enfin, j'espère qu'au moment de la démission de Monseigneur Petit, enfin, le diocèse de Paris ne faisait pas l'objet d'être de dysfonctionnement qui permettrait d'avoir demandé une visite. Même s'il y a une crise médiatique flagrante. Oui, mais il peut y avoir une crise médiatique, ce qui ne veut pas dire qu'il y a un dysfonctionnement au niveau d'un diocèse. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant, le point de vue systémicien. Il va regarder une gouvernance en global, pas nécessairement que l'individu. Vous voyez, il va reprendre le système dans sa totalité.
Alors, à l'inverse, il y a des communautés qu'on ne citera pas forcément. Il y a des communautés qui ont connu de graves crises, qui ont éclaté. Il y a même des religieuses qui se sont demandées si elles n'allaient pas être exclues de leur vocation. Il y a une communauté où c'est le cas. Et qu'est-ce que vous dites aujourd'hui sur la manière dont c'est géré dans certaines communautés? Quelles sont les marges de progression, les points que l'on peut perfectionner et auxquels ce colloque peut contribuer, bien sûr? Alors, pour moi, il y a quelque chose d'important. Et on l'a vu avec le Verbe de Vie, on le voit maintenant avec les foyers de charité, et on pourrait étendre, je veux dire, la nomination des communautés aujourd'hui. Pour moi, la question, c'est qu'une décision, quelle qu'elle soit, doit être accompagnée. Et aujourd'hui, il y a une exigence dans l'accompagnement des décisions qui sont prises, quel que soit le niveau hiérarchique ecclésial dans lequel elles sont prises. Parce que c'est vrai que il peut arriver, et ça arrive souvent, que des décisions soient prises, et il faut les prendre, ça c'est clair, mais simplement en amont ou après, voilà, elles ne sont pas accompagnées. Et ça, c'est une vraie difficulté sur le plan pour le coup, sur le plan personnel et même de la communauté, parce que évidemment, ça fait des dommages importants. Accompagner, ça veut dire que quand la personne est exclue, il faut savoir ce qu'on en fait. Oui, il faudrait pratiquement, quand il y a une possibilité d'exclusion d'une personne, d'avoir avec elle un projet de vie, donc de retravailler avec elle sur, j'ai envie de dire, son atterrissage. Qu'est-ce qu'elle va faire ? Comment elle va vivre ? Où elle va vivre ? Enfin, vous voyez, il y a des choses très le cas se pose même pour un évêque. Monseigneur Ravel, par exemple, aujourd'hui, se retrouve dans une situation, je ne sais pas quel est son statut, ni même comment il subsiste d'une certaine façon, alors qu'il a eu un poste de cadre dirigeant dans l'Église, pourrait-on dire, si on devait faire une symétrie avec le monde de l'entreprise. Tout à fait. Moi, je ne sais pas du tout non plus pour Monseigneur Ravel ou pour d'autres, mais je vois quand même, par exemple, pour le Verbe de Vie, puisque vous avez cité le Verbe de Vie tout à l'heure, Monseigneur Touvet a fait un travail remarquable d'accompagnement des personnes. Qui donc aujourd'hui est à Toulon. Aujourd'hui est à Toulon, tout à fait. Mais en tout cas, quand il était évêque de Châlons, il a reçu toutes ces personnes et il a travaillé, j'ai envie de dire, dans un écosystème. C'est-à-dire que c'est pas lui qui a accompagné chacune des personnes, mais il a veillé que chacune des personnes qui sortaient du Verbe de Vie suite à la dissolution ait un accompagnement, un projet de vie. Le reclassement, en fait. Ouais, c'est exactement. Et un accompagnement psychologique ou de tout autre type pour celles qui sortaient. Et ça, je pense que c'est à généraliser. Parce que nous sommes quand même dans une foi de la relation, de la rencontre. Et si l'Église ne dit pas la relation, si l'Église ne dit pas son expertise en humanité, alors là, l'Église est profondément en difficulté. Donc, elle doit vraiment, peut-être, apprendre, ce serait peut-être trop fort, mais en tout cas, se redire comment est-ce qu'une décision est accompagnée et comment elle est reçue, comment elle est accompagnée pour pouvoir être plénitude de vie pour la personne qui a pu passer 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans dans une communauté. La SIAZ le recommande, ça Oui. Parce que ça fait partie normalement des mesures post-SIAZ, on pourrait dire l'accompagnement. Oui. Mais après, il faut que ce soit suivi des faits. Donc, c'est ça l'objet. C'est ça, c'est-à-dire que presque, moi, de mon point de vue, dans chaque diocèse et dans chaque communauté au niveau des conseils, il devrait y avoir une petite commission. Enfin, les moyens peuvent être assez faibles, donc en fonction de ces moyens, mais une petite commission qui réfléchit à l'accompagnement des décisions. On peut se dire que l'accompagnement, quand même, en tout cas, c'est ce que vous dites, Béatrix Bréauté. Vous dites, si on revient à l'esprit évangélique, c'est le va et ne pêche plus, c'est l'accompagnement christique. Le Christ ne cesse d'accompagner les gens, c'est ce que vous dites. Donc, vous dites, on s'est coupé d'une réalité évangélique et finalement, il y a une certaine forme de violence institutionnelle qui est comparable peut-être à ce qui se passe dans la vie civile, peut-être voire qui est plus dur que dans la vie civile parce qu'il y a une dimension affective et une dimension vocationnelle qui est extrêmement forte. Elle est nécessairement plus importante que quand on est licencié ou d'une entreprise. C'est pas du tout, ça touche. Ou c'est juste transactionnel en fait. Tout à fait, ça touche toutes les sphères d'une vie, donc c'est toujours un drame en vérité. Quelqu'un qui sort, quels que soient les motifs de sa sortie, et surtout quand ils sont pas nécessairement choisis, c'est toujours un drame. Donc oui, moi je crois que
Vous voyez, c'est un peu le paradoxe. C'est qu'à un moment donné, on se dit, il faut que l'Église fonctionne, non pas comme une institution d'amateurisme, mais qu'elle regarde comment le monde peut fonctionner par rapport aux audits, par exemple, et qu'elle modélise une forme d'audit en termes de professionnalisme dans ses visites ou dans ses lieux. Et en même temps, l'Église est fondée sur la personne du Christ. Et la personne du Christ, c'est le pardon. La personne du Christ, c'est la miséricorde. La pardon, c'est le vin ne pêche plus, etc. Donc, comment est-ce qu'elle va utiliser les moyens qui sont réfléchis par les entreprises aujourd'hui, en termes d'audit et de contrôle et de connecter les deux. Voilà. Et en même temps, rester profondément évangélique, c'est-à-dire avoir le souci, j'ai envie de dire, viscéral, profondément intérieur, que chaque personne est enfant de Dieu, puisque c'est notre foi qui nous le dit, et a donné sa vie au Christ dans une totalité, une plénitude de dons, d'engagement, et donc comment on honore ça. Et ça, c'est extrêmement important pour moi qu'on retourne et à l'évangile et aussi un peu à la vie des pères du désert pour se dire comment est-ce qu'on continue à s'occuper profondément des personnes qui font l'Église. Quand on a du mal à établir les faits, c'est le cas pour certaines communautés, parce que quand il y a des fautes graves qui tiennent par exemple de dérives sexuelles, il y a des faits qui peuvent être établis. Mais quand on parle de phénomène d'emprise, comment fait-on, Béatrix Bréauté, pour établir des faits, sachant qu'il n'y a pas de, à ma connaissance, il n'y a pas de prétoire avec un avocat de la défense, un avocat général, un juge, il n'y a pas de système contradictoire, il n'y a pas de contre-pouvoir non plus dans l'Église pour établir un fait, non ? Comment fait-on ? Alors, votre question est amusante. Je parlais de la question du contre-pouvoir avec un ami qui est père abbé et qui me disait, mais en fait, c'est vrai et pas vrai de dire qu'il n'y a pas de contre-pouvoir dans l'Église, parce que moi, tout père abbé que je suis, j'ai un contre-pouvoir. Mon conseil a un contre-pouvoir. Je demande des choses à mon conseil et à mon chapitre. Donc, il y a des contre-pouvoirs quand même qui existent. Maintenant, la question, en effet, il y a dans les abus sexuels, il y a des faits. Dans les abus de conscience aussi, il y a des paroles, etc. Mais dans le déploiement de l'emprise, les faits interviennent, sont visibles, sont détectables assez tardivement. C'est ça qui est compliqué. C'est ça qui est compliqué. Et l'emprise, vous savez, elle se place à plein de niveaux de la communauté ou dans nos vies. Le colloque abordera cette subtilité-là ? Alors, en un mot. Le colloque va surtout s'attacher à regarder quels sont les dysfonctionnements institutionnels, relationnels, pardon. Parce qu'on a vu qu'il y avait des visites qui portaient pas assez de fruits ou pas les fruits attendus, parce que véritablement, on est dans un paradigme d'amour. On s'aime dans l'Église. Et alors, parfois, du coup, aimer voudrait dire ne pas identifier aussi la question des travers que nous avons. Et donc, au contraire. Voilà. Et du coup, il faut aussi apprendre à se dire comment on écoute, qu'est-ce que la personne nous dit, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle dit, comment elle ressent et comment moi je la ressens. Donc la matière aussi du visiteur en tant que personne qui lui-même a un ressenti, est vraiment extrêmement importante, et on parlera de toutes ces questions-là dans le colloque, oui. Ça se tient le 8 et 9 mars à l'ICP, l'Institut catholique de Paris. 200 personnes qui vont y participer, c'est à guichet fermé, pourrait-on dire, donc c'est pas la peine de s'inscrire. Ce sont beaucoup des religieux qui sont, en tout cas, ou des responsables en gouvernance qui y participeront. Ça s'appelle donc les visites canoniques et apostoliques pour le monde séculier et régulier. Ministère de Vigilance, Béatrix Bréauté, qui dirige Talentéo. Merci beaucoup.